Venez. Là. Là. Dans ce coin-ci. Venez. Venez. Là. Et là. Dans ce coin-ci, il y en a aussi. Ici. Et de là. Et encore. Et ici. Et voilà. Et là, dans ce recoin. Et d'ici. Et de... Voyez-vous ça, et encore ici. Mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Et d'ici, et encore. Et pourquoi pas? Mais bien. Pas là. Pas là. Mais oui. Et là, dans ce recoin. Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas, il n'en aurait pas? Il y aurait bien des gens pour dire, tiens, mais pourquoi il n'y en a pas ici? Justement, ça tombe bien, puisqu'il y en a. Et là. Qu'est-ce que c'est là? Personne n'est venu depuis combien de temps ici pour enlever ça? Il faut l'enlever. Les gens s'imaginent peut-être que c'est moi qui vais l'enlever. Mais alors, il faudrait beau voir. Là, c'est quoi l'assemblée? L'assemblée, ça? Avec des tout petits aussi. Ah ben, il faut que je le dise qu'il y en a des tout petits aussi. C'est un nid. Là, un nid. Et où, un nid. Je suis tombé sur un nid. Un nid. Il faudrait des crochets spéciaux pour aller dans ces recoins-là. Il faudrait que je demande si quelqu'un n'a pas des crochets spéciaux. Quelqu'un a-t-il des crochets spéciaux pour aller dans ces recoins-là? Parce qu'il y en a plein dans là-dedans. Et là aussi. Bon. Ouf. Je commence à m'occuper de ces nids. Mais parce que c'est des nids. Oui, il y en a plein là-dedans. Il faudrait du pétrole. J'aurais dû apporter du pétrole. Bonjour madame la marchande de pétrole, je voudrais du pétrole. Ah oui, bien sûr, pourquoi faire? Pour les nids. Oui, elle va me dire, mais c'est pour que ça sent fort le pétrole, ça dépend, c'est pour qu'elle... Elle va me dire quel nid. Mais c'est pour quel nid? Pour les nids. Parce que je connais un endroit où il y en a plein. Même que c'est plein de nids, regardez, et là. Je vais prendre des photos des nids. Pardon, bonjour monsieur le marchand de photographie, est-ce que je pourrais avoir un appareil pour en faire? Oui, bien sûr, mais de quoi? Des photos des nids. Des nids, mais quel nid? Ah, oui, je sais pas, c'est pour ça. L'appareil, je ne peux pas vous les montrer. Justement, j'ai eu affaire à une personne qui va demander exactement la même chose que vous. C'est pour quel nid? C'est de quel nid qu'il s'agit? Alors, bon, vous savez comment sont les gens? Oui, bien sûr. Ben, on se comprend, oui. Et donc, mais la marchande de pétrole, si vous voulez tout savoir, la marchande de pétrole. Commencez à me dire, oui, mais c'est pour quel nid? C'est pour quel nid qu'il s'agit? Ça, des photographies auraient été utiles. Enfin, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de pétrole. Si vous voulez que je vous dise la vérité, il y aura de plus en plus de nids, puis c'est tout. Après tout, ce n'est pas moi qui en pâtis le plus, n'est-ce pas? Allez, bonsoir, monsieur le marchand d'appareils pour les photographes. N'empêche que là... Et puis là... Avec des tout petits aussi. Et même des grands un peu. Notamment un là qui a l'air un peu plus grand là. Je tire dessus. Si je tire dessus, il va se passer quoi? On ne sait. C'est de quoi? Tirons. Est-ce que je tire? Mais ça dégouline tout un peu, c'est quoi là? C'est de la matière, qui dégouline. Et puis alors sans pétrole, que je composte, faut pas que j'oublie de composter. Je vais partir encore un peu plus gros, tiens, qu'il faut que je composte. Comme si j'avais pas l'habitude de composter. Je l'ai dans la poche, le billet, pour le composter. Qu'après ça fait un trou dedans, un griffouillis dessus, mais je sais ce que je dis. Non, s'il y en a qui disent que je sais pas ce que je dis, vas-y voir. Alors, où il en est?
C'est de quoi? Cette matière qui dégouline, c'est quoi? Deuxième pousseur. Que dans la tranche où j'étais deuxième pousseur. C'est de ça. Un patin crampon. Évidemment, un patin crampon, ça évoque tout de suite le deuxième pousseur. Autant le dire tout de suite, en attendant mieux. Il faut comprendre qu'on était dans le début. Bon, c'est simple. Il y a le pilote, le pilote. Il y a le premier pousseur, et il y a le pousseur freineur. Moi, j'étais deuxième pousseur. C'est que ça tourne, que ça dévale. On a le visage ravagé par le froid. Ça nous fait des gerçures autour des oreilles et des galbes du nez. Des ailerons, comme nous disions. Deuxième pousseur. C'est le plus important dans la bête à 4. Parce que si on enlève le deuxième pousseur, ça fait bête à 3, ça fait plus bête à 4. Car tout ce qui fait la caractéristique de la bête à 4, c'est le deuxième pousseur. Parce qu'en fait, dans la bête à 3, il y a bien le pilote. Bon, le pilote. Il y a bien le premier pousseur. Bon, il pousse en premier. Et là, finalement, en dernier derrière, il y a le pousseur freineur. Mais il n'y a pas le deuxième pousseur qui fait donc la caractéristique de la bête à 4. Ça, si vous dites deuxième pousseur, tout le monde comprend bête à 4. Parce que si vous dites pilote, ça peut tout aussi bien faire bête à 2. Pilote, pousseur freineur. C'est bien ce que je dis. J'ai composté là? J'ai composté. Faut pas que j'oublie de composter. À s'imaginer qu'on tombe sur un contrôle en plein milieu. Obligé d'aller raconter sa vie à un minable avec une casquette. Vaut mieux composter. Connaître le système. Le deuxième pousseur composte son billet pour ne pas être interrompu pendant le trajet. C'est que ça tourne et ça dévale. Il faut chronométrer. Il faut pas oublier de chronométrer, non? Et c'est parti. En fait, tout est dans les 10 premières secondes. Et après, tu dévales comme des malades une chose. Un circuit que tu as répété 150 000 fois. Le bruit, surtout le bruit. Les oi, 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 oi. Et les crissements des patins de crampons. Oi, 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 oi. Deuxième pousseur. Ce qui fait que tout compte fait, on a bien dû en gagner quelques-unes de courses. Les types, ils nous voyaient passer, ils nous regardaient. Même sans la bête, des fois. Même sans la bête. Des fois, même sans la bête, c'est pour dire. Quelle heure il est ? Si je commence à raconter même sans la bête, alors... Ouais, de toute façon, je suis en avance. Même sans la bête. Tiens, dehors, ils m'ont dit, c'est pas soirée déguisée, pauvre type. Soirée déguisée. Parce que des fois, ça arrive, on vous dit, faites attention, c'est soirée déguisée. Vous arrivez, vous êtes le seul habillé en Spoutnik. J'ai l'air fin. Maintenant, je me méfie. Est-ce qu'il y a encore un bout là par terre? C'est quoi là? Un bout de quoi, un morceau? Inidentifiable. Moi, ils m'ont dit cérémonie à l'église. Je m'habille en mariée, strict. Quand même pas le prix de Diane. Dites, c'est quoi, c'est la journée des dragues ou dites, c'est quand même pas le prix de Diane, quoi. C'est la journée des dragues. Deuxième pousseur. Même sans la tête. Où j'ai mis la pompe. Putain, la pompe, où j'ai mis, merde, la pompe.
y a un contrôle. La pompe. Le type, il nous regardait. Il croit quoi? Sans la pompe, on est quoi? Ah, la voilà. La voilà. Ah, elle est là. Sans la pompe, on est quoi? J'ai le temps, là. De fait, je fais un petit coup. Rien qu'un petit coup. Puisqu'on attend. Il y en a, ils se foutent bien des vitrons dans la gueule, mais ils sont pas loin. Je vais me gêner. En fait, c'est surtout l'éther qui a de l'odeur. Et des fois, les gens ne se rendent pas compte que ça peut faire comme si on était à l'hôpital. Les gens sont comme ça. C'est que tout compte fait. On a bien dû en gagner quelques-unes de courses. Non, parce qu'il n'y aurait pas le corps à se trimballer, ce serait une autre histoire, mais là... Pas encore au point leur combine aux oiseaux. Obligé de se coltiner ce tas d'eau. Parce qu'à 98%, c'est de l'eau, hein, c'est tout que de l'eau. Le bruit qu'on entend, là, si on écoute, c'est le bruit du clapot des 98% d'eau. Les fleurs, c'est pour si jamais tout le monde avait apporté un petit quelque chose, moi j'aurais eu des fleurs. Tenez, voilà des fleurs. Je les pose. Où est la maîtresse de maison? On notera qu'il n'y a aucune réponse. J'ai donc un atout majeur avec mes fleurs. Il suffit de trouver le vase correspondant. Mais aucune réponse, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un 98% d'eau, 1% de fleurs, et un dernier pourcent de vase, et la boucle est bouclée, le tableau est dressé. Le pilote, il avait un grand nez. Le premier pousseur aussi. En fait, en réfléchissant, il y avait bien que le pousseur-freineur qui n'avait pas de grand nez. En fait, on se demandait bien ce qu'il foutait là, le pousseur-freineur, avec son nez normal. On devenait ridicule. Non, parce que les gens font vite le séquençage. Hein. Vous avez vu le nez du pousseur-freineur? Qu'est-ce que j'ai pas entendu ça? On le consolait comme on pouvait. Hein. Enfin, je dis on le consolait. C'est surtout le pilote. Le pilote qui consolait. Parce que moi, je ne consolais rien. Jamais. Le pilote, il se sentait un peu obligé de le consoler. Non, c'est vrai, un pousseur-freineur qui chiale au départ, ça fout mal. Un jour, à Grenoble, le pousseur-freineur nous a expliqué comment il fallait faire pour faire du karaté. Il est tombé tout seul sur les pavés mouillés de la place, il s'est cassé une clavicule. Je lui ai dit, mais enfin, pourquoi tu as essayé de nous expliquer ça? Il avait mal, il ne savait pas. Je sais pas, il disait, je sais pas. C'était triste à voir. Puis c'était gênant. Quand un pousseur-freineur se casse une clavicule, ça fout tout l'ordonnancement des choses en l'air, c'est connu. Heureusement, c'était juste une toute petite clavicule. À la radio, ils n'ont rien vu. Comme si on pouvait voir quelque chose à la radio. Moi, je leur ai dit, quand ils sont revenus de l'hôpital, et à la radio, on n'a rien vu. Ben, évidemment. Vous voulez voir à la radio. C'est tout que de l'eau, de toute façon. C'est vrai, à la radio. Triste d'entendre des choses pareilles. Je vais poser une... Pique les doigts, ça incommode, ça grince et tout, c'est ni fait ni à faire. Je vais les mettre là, dans ce coin-là, à l'ombre. Il faudrait déplacer ça, c'est quoi, l'air au pétrole? Je vais mettre de l'éther. Il n'y a pas plus simple que l'éther.
Avec de l'eau et de l'éther, vous pouvez faire un monde avec de l'électricité, dans un endroit clos. Vous pouvez reconstituer l'image, le bain amniotique principiel. Vous pouvez même faire pleuvoir par la chimie des molécules. Alors maintenant, ils te mettent des tuyaux, et puis ils font des trous dans les tuyaux, ils font passer l'eau dedans. Forcément, l'eau passe par les trous, et les gens croient que c'est de la pluie. Moi, je trouve que c'est moins emballant. À propos d'emballant, comme quoi les mots, parfois, ils jouent tout seuls, n'est-ce pas? Emballage, au départ, ça évoque le paquet du cadeau. Eh bien, c'est pour dire que moi, comme quoi les mots, moi, j'ai été paquet. Je l'ai été. Pas tout le monde peut se vanter de l'avoir été, bien moi, je l'ai été. Je l'ai été. En plein hiver. Je revenais du désert, car j'ai aimé le désert. Ça fait partie des choses que j'ai aimées. J'aurais aimé des gens et le désert, concomitamment. Revenons donc du désert aimé, ou plutôt de l'ergue aimé, puisque le désert là-bas il l'appelle l'ergue. Je reçus en cadeau de ma mère un manteau de singe. Un grand manteau noir en poil de singe. J'étais facile à reconnaître, j'étais l'homme au manteau de singe. Je l'ai été. Et ça, je l'ai été. En plein hiver. Le pilote a dit au premier pousseur, tu le reconnaîtras, il a un manteau de singe. En plus, c'était la preuve qu'il n'en avait pas deux. Une nuit, j'ai cassé la clé dans la serrure de ma mansarde, impossible de rentrer chez moi. J'ai donc décidé, pour ne pas déranger, de dormir dans la voiture du pilote, dans la rue, en bas de chez moi, dans mon manteau de singe. Dans mon sommeil, j'ai entendu du bruit. C'était quelqu'un, un homme, qui découpait au rasoir le toit en toile de la voiture du pilote. Je l'entends encore, ce bruit de rasoir sur la toile bâchée. C'était un maraudeur qui, voyant un manteau de fourrure dans une voiture, essayait de le voler. Il avait essayé de me voler. Il croyait que j'étais un paquet. J'ai bondi de peur et tapé avec le plat de la main sur la vitre de la voiture. Le maraudeur est parti en courant, emportant avec lui la frousse de sa vie. J'étais devenu une bête féroce. Il faut voir la scène du côté du maraudeur. Je marchais dans la rue, maraudant comme à l'habitude, quand j'aperçus dans une voiture un superbe manteau de fourrure. J'ai continué à marcher comme si de rien n'était. C'est la technique du maraudeur. Et puis un peu plus loin, j'ai fait semblant de refaire mon lacet. Ça m'a permis de me mettre en travers et de passer ma tête sur mon aisselle gauche pour voir s'il n'y avait personne derrière. C'est la technique des maraudeurs. J'ai mis ma main dans ma poche pour sentir l'ivoire de mon coupe-chou. Je l'ai sorti de ma poche en me relevant et suis reparti vers cette voiture dans laquelle des gens insensés avaient laissé un superbe manteau de fourrure. Il était déjà à moi, un toit en toile, c'est du nanan. Dans ma tête, j'étais déjà en train de l'échanger, cette fourrure, contre 25 bouteilles de whisky dans l'arrière-salle d'un bar canaille. J'ai ouvert mon coupe-chou, et après un dernier regard alentour, j'ai commencé à découper de toile de toile. J'ai l'habitude de ce bruit de rasoir sur la toile bâchée. Et là, le manteau s'est mis à bouger et d'un bond a sauté sur les vitres de la voiture. Ce n'était pas un manteau, c'était une bête féroce. Je suis parti en courant, en portant avec moi la frousse de ma vie. Posez là, hein. Ça ne tient pas. Il n'y a pas de trépied. Il aurait fallu un trépied. Personne n'a pensé, mais voilà, c'est ça. Il n'y a pas eu de pensée préalable. Personne n'a pensé que je pourrais avoir la gentillesse de venir avec des fleurs. Ça dénote la méchanceté intrinsèque de quelques-uns. On aura pensé que je n'en serais pas capable. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'elles vont pourrir sur place, sans eau et sans vase.
C'est un triste. Je vais le mettre là, dans ce coin. Allons. Ah, mais ça ne tient pas, c'est maléfique, il n'y a pas de trépied. Ah, quoi? Ah. Mais qu'est-ce que c'est là encore un morceau là, c'est quoi? Et sur dessus, il va se passer quoi? On ne sait. En fait, un peu, ça fait comme les vers de peau. Si en les tirant, on les casse parce que ça lâche, c'est terrible. Ils se reforment à l'intérieur. Il faut tirer doucement. Aïe, 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 aïe. On en voit un morceau. C'est quoi? Faudrait de la lumière, hein? Voilà, hein? Il y a quelqu'un? Quelqu'un qui est resté coincé dans la rayure. On n'y voit rien. Regardez. Ne vous inquiétez pas, je vais aller chercher du secours. Est-ce que vous pouvez me garder ces fleurs pendant ce temps? Il ne répond pas. Je vais aller chercher du secours. Alors là, ça me tombe dessus comme je sais pas quoi. Je sais que je vais aller chercher du secours. Je suis pas chien d'avalanche. Parce que j'ai une gueule de cétère d'avalanche. Alors moi, je viens pour une soirée normale, avec mes fleurs. Je prends le train, une fatigue à composter. Et d'une, il n'y a pas de vase. L'eau, c'est soi-disant moi qui dois la porter aussi. On demande d'être chien d'avalanche. Vous croyez pas que quoi? Tu n'aurais pas de la bulle, hein? Tasse, tasse, T-A-S-P, tasse. Tout abus sera puni. Tasse. Vous n'avez qu'à vous adresser à qui de droit? C'est des manières aussi de rester comme ça tapis dans ce coin. Ça doit quand même être un peu de votre faute si vous vous êtes fait coincer là-dedans. Il ne répond pas. Vous devez avoir mal. Il ne répond pas. C'est qu'il n'a pas mal. Bien, il est mort. Vous êtes mort? Il ne répond pas non plus. Qu'en déduire? Qu'il est mort puisqu'il ne répond pas. Ou bien qu'il est nonchalant et tête en l'air. Vous êtes tête en l'air? Je vais poser ces fleurs-là. Si jamais il éternue, c'est qu'il est vivant. Je vais aller chercher du secours. Je peux toujours lui dire ça. Qu'est-ce qu'il va aller vérifier si je vais y aller? Les gens, sous prétexte qu'ils sont coincés, ils croient qu'on est à leurs ordres, à leur bon vouloir, mais je sais pas que ça à faire, moi. Vous savez tout de même que quand on va à un mariage, il ne faut pas être en retard. Puis je commence à aller chercher du secours pour ce type que je ne connais pas, qui s'est peut-être coincé exprès, rien que pour me retarder. Ça aura l'air de quoi, moi? Vous n'avez qu'à vous débrouiller. Après tout, dans un certain sens, nous sommes coincés chacun de notre côté. Je ne vous demande pas d'aller chercher du secours, moi. Les gens, incroyable. En plus, on n'y voit rien dans ce coin-là. Vous auriez quand même pu choisir un coin un peu mieux éclairé pour vous coincer. Vous incommodez les gens avec votre situation, mon ami. Je l'appelle mon ami, ça ne me coûte rien, ça ne peut que me rapporter. Vous voulez peut-être que je vous prête mon manteau de singe? Oui, alors là, c'est encore une autre histoire. Ça. Vous n'allez pas me croire si je vous la raconte. Il a sa bouche qui murmure comme s'il voulait dire quelque chose. Vous essayez de me faire du chant mongol. Mais vous n'y arriverez jamais. Bref, le manteau de singe, il avait sa vie, sa propre vie de manteau de singe.
je l'ai vu, il était dans un camion, tranquille. Il prenait l'air à l'arrière d'un camion avec les ridelles. Vous savez, les camions à ridelles. Pas l'air de s'en faire, tout le manteau de singe qu'il était. Moi, je suis passé à côté, je l'ai reconnu comme un vieil ami. Ils étaient toute une bande, avec la robe rose d'Hortense, ma redingote marseillaise, et quelques gilets en lamé moiré. Et puis quoi encore? La télé que j'avais trouvée dans la rue et qui ne marchait pas, mais pour laquelle j'avais une certaine tendresse. Elle émettait en noir et blanc des images improbables, des sortes de débats intérieurs sans meneur de jeu. Puis 2 ou 3 paires de chaussures, et quelques casseroles cabossées. Ils m'ont tous regardé passer, rue Rougemont. Là où j'allais me faire raser chez un vieux barbier qui me mettait des serviettes chaudes sur le nez. Encore au coin des grands boulevards où j'avais renversé en voiture une fille que j'avais déjà connue 3 fois par hasard. Elle roulait en Solex et avait voulu me doubler par la droite alors que j'allais tourner dans la rue Rougemont. Merde, c'était moi qui avais raison, mais c'était elle qui était par terre aussi. Pour une fois que je renversais quelqu'un, c'était une fille que je connaissais. Une sorte de hasard bizarre. Moi, quand je m'étais fait renverser quelques années auparavant, c'était par des types ivres-morts que je ne connaissais pas et qui avaient pris la fuite. C'était moi qui roulais en mobilette et eux, ils m'avaient doublé en m'accrochant. C'était moi qui avais raison, c'était moi qui étais par terre aussi. Alors l'angle de la rue Rougemont, c'était quelque chose. Les boutons du manteau faisaient comme les yeux du singe. Ce serait long d'expliquer pourquoi il se trouvait là. Bon, alors, en 2 mots. C'était une période où j'avais fui, mon ami, j'avais fui. Et fuyant, je me débarrassais de mon passé. J'avais donc laissé toutes mes affaires dans un studio impayable, et le légitime propriétaire avait dû faire le ménage par une entreprise qui avait ses locaux rue Rougemont. Ceci expliquant cela, ils avaient garé le camion devant chez eux, et mes affaires me regardaient passer par hasard. La chaleur indicible qui m'avait envahi devant ce camion qui transportait des choses aimées. Je ne me suis pas arrêté, mais c'est comme si j'étais encore devant, à cet instant, mon intimité dans la rue, au milieu des gens. Et surtout la conscience, à ce moment-là, de l'incommunicable. Alors vous voyez que le manteau de singe, il a fait sa vie. Faudra trouver autre chose pour vous couvrir. Il ne répond pas. Fait le manteau de singe. Voilà, c'est ça. Passe son temps à faire le manteau de singe. Ça, il faut que je le marque, ça. Ça, il faut que je le marque. Ça, il faut que je le marque. Ça, il faut que je le marque. Vous avez intérêt à compter vos abattis, mon ami. Le paysage défile sous mes yeux comme si j'étais dans un train. Je sens mes genoux en position assise. De la sueur qui coule. Ce matin à la gare, j'ai vu quelqu'un qui ressemblait à un type que je connaissais. J'ai failli lui dire bonjour. Il y a des jours comme ça où les gens se mettent à ressembler à quelqu'un qu'on connaît. Une sorte de complot. Ils ne le savent pas. Parfois, je me mets moi-même à ressembler à quelqu'un que les gens connaissent. Ils se dirigent vers moi pour essayer de me dire bonjour, et je m'enfuis des 4 fers. Ça se dit ça, s'enfuir des 4 fers. Bon, à partir d'aujourd'hui, je décide que ça se dit. Voilà. C'est comme ça qu'on construit les expressions nouvelles. Il suffit de le décider. Je le décide comme une bassine.
Et après, il y a encore eu l'histoire du magnétophone Geloso qui avait eu lieu bien avant. Le magnétophone Geloso, c'est un appareil qui permet de mettre les voix dans une boîte et de les ressortir à volonté. On parle dans l'appareil, l'appareil entend, et quand on veut, il répète comme un perroquet. Il fait pareil pour les musiques aussi. Et c'est là où commence l'histoire du magnétophone Geloso. En plus de mon manteau de singe, j'avais une valise avec des costumes et un acolyte qui avait un magnétophone Geloso. C'était son appareil magnétophone Geloso, dans lequel on avait mis plein de musique grâce à un système qui s'appelait d'un autre nom, et je ne me souviens plus. C'était un ensemble qui était fait d'une seule pièce, mais allongé, brun, brunâtre, plat, très très long, très long. On me disait toujours c'était ça, son quelque chose, sa bande son. Voilà, ça s'appelait sa bande son. Le soir, nous dînions ensemble et je lui demandais est-ce que tu as ta bande son? Et il me répondait oui, j'ai ma bande son. Nos rapports s'arrêtaient là. Près de Pigalle, nous enfilions nos costumes et faisions une prestation. C'est-à-dire qu'il y avait les costumes que nous enfilions et sa bande son sur laquelle nous bougions et remuions les lèvres. Un soir que je lui demandais, puisque nous dînions, est-ce que tu as ta bande son? Il me répondit oui. Mais j'ai été obligé d'amener l'appareil magnétophone Geloso à réparer, et donc il me reste bien ma bande de son, c'est pour ça que je viens de te dire oui, mais on ne peut pas s'en servir, enfin c'est compliqué à expliquer ça. C'est un système qui fait que c'est une bande qui passe, c'est de la bande passante. Alors la bande peut toujours passer, mais si vous n'avez pas l'appareil, ça ne peut servir à rien. En tout état de cause et d'un commun accord, nous avons donc décidé d'attendre d'avoir récupéré l'appareil et on commençait à bouger les lèvres. De toute façon, ça ne dérangeait rien puisqu'il n'y avait personne pour voir notre prestation. Enfin, quand même, je l'avais mauvaise. Une semaine après, je me promenais dans un endroit proche du lieu de notre prestation quand j'aperçus dans un magasin, en vitrine, un appareil identique au nôtre, avec un écriteau dessus marqué « à vendre ». Et en plus, en regardant de travers, j'ai bien vu que c'était le nôtre, puisqu'il y avait une entaille sur le côté, avec un petit bout de Chatterton bleu, que j'avais moi-même mis pour qu'on se rappelle bien sur quel bouton il fallait appuyer. Bien la preuve. À notre dîner du soir, je lui fis anodinement une remarque à propos de ma découverte de l'après-midi. Après un long silence, il me répondit « Ça doit être un escroc. » C'était gênant. Je lui ai dit « Mais enfin, il n'est pas normal que tu amènes un appareil magnétophone Geloso à réparer et que le réparateur mette un écriteau dessus marqué à vendre. À mon sens, il y a quelque chose là qui n'est pas normal. » Et il me disait « Ça doit être un escroc. Ça doit être un escroc. » Je lui ai dit « Oui, il s'agit là de quelque chose qui se rapproche de l'escroc. » Et comme à cette époque j'étais gentil, je lui ai proposé de l'accompagner pour essayer de récupérer l'appareil. Et là, il a eu peur de quelque chose, comme s'il était en tort. J'ai compris qu'en fait, il n'avait pas amené l'appareil à réparer, mais que par manque d'argent, il avait lui-même vendu et il n'osait pas me le dire. Par forfanterie et par pure méchanceté, je lui ai proposé d'aller jeter un pavé dans la vitrine pour essayer de récupérer l'appareil. Il m'a dit non, je savais te dire non. Il avait peur, il est méchant. Pavé. Je vais lui jeter le pavé dans sa vitrine, cet escroc. Mais non, mais il ne faut pas faire ça. Je peux être méchant si je veux. Oui, je sais. C'est des manières. J'aurais été capable, en manteau de singe, d'aller jeter des pavés dans une vitrine. À force de les laisser là, ces fleurs, elles vont se mettre à sentir. Ce sont des fleurs coupées en bas. Elles sont coupées en bas. Le paysage, avec des jardins privés, où les gens font leur petite cuisine. Râteaux et cabanes, râteaux et cabanes,
c'est... Si ça continue, ça va faire que j'aurai composté pour rien. Des fois, on hésite, on se dit, s'il y a un contrôle et que je n'ai pas composté, je vais payer une amende. Alors on composte. Mais, s'il ne contrôle pas et que vous n'avez pas composté, c'est un atout majeur dans votre jeu. Alors vous hésitez. Puis vous réfléchissez. Et puis par lassitude, par vieillesse, par abrutissement, arrive le jour où on ne tente même plus d'avoir un atout majeur. On composte, et on devient un fumier. Avec même pas l'excuse d'avoir un manteau de singe. J'ai par habitude de détester les réunions de famille, mais bon, on se dit, ce n'est pas tous les jours. On veut faire plaisir, on achète des fleurs coupées, on prend un train, on composte, on regarde les paysages, et on débarque au petit matin comme pour s'excuser, bien décidé à rayer d'un coup de baguette magique tous les effets du passé. C'est un nouveau jour. Puis un mariage, ma foi, un mariage. On se dit qu'après tout, les gens ont bien le droit de faire ce qu'ils entendent, même de vous inviter. Vous pouvez toujours refuser. Alors moi, un mariage, ça ne se refuse pas. Puis c'est une fois de temps en temps. La petite ville s'éveillait. Je sortais de la gare et regardais autour de moi, tant qu'on ne me demande pas d'être témoin. La cérémonie, ceci, cela. Et puis, c'est une fois de temps en temps. Je vais revoir le calbut qui a dû grandir. Oh, comme il a grandi, ça va, calbut. Et la petite Josie avec son frère Émile qui n'a qu'un bras, mais depuis tout petit. Je les ai vus grandir. Et le frère Dominique, toujours là? Ah, c'est lui qui dit la messe. Alors, Gordon, comment vas-tu? Dès que je suis en famille, les gens se mettent à m'appeler Gordon. Alors qu'à Paris, je suis connu sous le nom de Yorick. J'ai pas dit. J'ai pas dit que j'étais acteur. Oui, je suis acteur. C'est-à-dire que je acte, j'acte. Enfin, les gens appellent ça comme ça, les gens, ils veulent faire toujours ce que veulent les gens. Il faut bien se concentrer pour avancer l'un après l'autre, les pions de la pensée. Les pions de la pensée. Moi j'en ai connu un de pion. J'étais jeune, bon on va pas commencer. Un pion blanc, avec des lunettes. Je vais trouver du plaisir à porter des lunettes. Les gens sont étranges. Jamais me serait venu à l'idée de porter des lunettes. Avoir toujours des verres en face des yeux, ne pas sentir l'air qui vous tape les iris lorsque vous courez. Ça doit être un gênant. Enfin, les gens font ce qu'ils veulent, je l'ai déjà dit, c'est pas parce que j'ai déjà dit que les gens font pas ce qu'ils veulent, c'est même plutôt le contraire. Alors, le pion, où en étais-je? Il avait un casier dans l'école avec son nom marqué dessus. Et il ne voulait pas dire qu'il était acteur. Alors moi, à la craie, sur son casier, j'ai marqué A. Attention, acteur. J'étais méchant. Je vous dis que j'étais méchant. Les gens ne me croient pas. Les gens. Alors, il faut expliquer. Acteur, c'est quand il vous arrive des histoires qui en fait ne vous arrivent pas. C'est-à-dire, compliqué. Mettons, moi, je me lève le matin, je suis fatigué, j'ai passé une nuit d'enfer à imaginer, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est ça les rêves. Il fallait que je me lève pour aller faire une absurdité quelconque. Et donc, je me réveille, fatigué, et je vais à mon travail, et là, je dois imaginer que je suis quelqu'un qui n'est pas fatigué. Ça, c'est fatigant. C'est tuant. C'est la vie, ben, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez, j'ai choisi cette vie-là. Ben, voilà. Au départ, c'était un peu pour l'aventure.
J'ai regardé ce qu'il y avait à faire dans la vie. Bon, rien de terriblement intéressant. Contrôleur, ça, j'aurais aimé. Mais je n'ai pas réussi les études. Ah, j'aurais aimé contrôler. Ça, c'est quelque chose qui m'aurait plu. Et la pluie, les embouteillages qui m'ont empêché d'être à leur examen, les impondérables. Donc, qu'est-ce qui restait? 2 ou 3 choses. Armateur. Mais je n'avais pas de bateau. Donc, je n'ai pas pu. Au début, ils m'ont dit armateur, oui, si vous voulez. Alors, je dis oui, armateur, c'est bien, armateur. Alors, tout de suite, dès que j'ai rempli la fiche, ils m'ont dit mais combien avez-vous de bateaux? Aucun, pensez, aucun. Donc, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Pour des raisons inconnues, il paraissait qu'à l'époque, on ne pouvait être armateur sans avoir de bateau. Donc, je n'ai pas pu. Je croyais que les gens, quand même. Donc, qu'est-ce qui restait? Acteur. Et parmi acteurs, il y avait Yorick. Bon, moi, je ne savais pas trop ce que c'était, hein. Je marchais dans les rues en chantant oui, Randall visible, intéresse ceux qui est oui, Randall visible, intéresse ceux qui est oui. Et à un carrefour, j'ai rencontré un type qui connaissait quelqu'un qui était en relation avec un autre, qui m'a présenté une femme qui était en cheville avec un autre. C'était l'organisateur d'une manifestation et il a décidé de m'engager. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la bête à 4 avec les 3 autres malheureux. Bon, on va aller un peu plus vite, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on décide d'y passer la musique. Puisque contrôleur, donc non, alors Yorick. Bon, le premier jour, moi j'étais inquiet, moi. Parce que je ne savais pas trop comment. La situation qui se présentait, bon, on va accélérer un peu, hein, sinon on ne va jamais arriver au moment où je meurs, donc le suspense ne va servir à rien. Je me suis dit, voilà, bravo, j'ai dit quelque chose qui me fait dire. J'allais mourir. En disant qu'il ne fallait pas le dire. Parce qu'il y a bien une chose que tout le monde sait, c'est celle-là. Tout le monde. Mais ça, c'est à force d'accélérer, ça se dépasse. C'est les neutrons, les neutrinos, les positrons, les antitrous, les accélérateurs de particules, les cinglotrons. Donc, dans la pièce... Oui, non, parce qu'il y avait une pièce, j'oublie tout de dire. Oui, je devais dire ça avant l'acteur, j'ai dit la pièce. Donc, parce que autant une pièce peut avoir plusieurs acteurs, mais pas d'acteurs sans pièce. Donc, dans la pièce, à Grenoble, je jouais Yorick. C'était une histoire à dormir debout. À rêver même, peut-être, debout. Alors, je vais pas commencer à la raconter, je suis pas un Américain, moi. C'est les Américains qui font ça, eux, ils font ça, hein. Comme si vous croyez qu'on la connaissait pas. Donc, un des comparses, à un moment, disait, mais dans l'ombre, avec des semelles anti-dérapantes. Ça, on nous avait obligés à mettre des semelles anti-dérapantes. C'est pour dire la vie d'aventure qu'on avait. Hein. Et donc, à un moment, un des comparses disait, en me regardant, il y a quelque chose de pourri ici. Normalement, dans la pièce, il dit le nom d'un pays étranger. Mais comme c'était quand même une période où le moderne était à la mode, on faisait le contraire de l'ancien. Et donc, le comparse, qui était espagnol, ça c'est l'anecdote, les jours pairs. Parce que un jour c'était un espagnol, les jours impairs c'était un français, on n'a jamais su. Bref. Donc, au lieu de dire le nom du pays, on disait ici. C'est-à-dire que même les Américains pouvaient le jouer. Parce que ici, c'est partout, puisque c'est là où tu es. Ici, ça peut être même Australie, si tu le dis en Australie. Ici, c'est un mot qui ne veut rien dire, mais il faut l'imaginer dans son environnement naturel. Si vous dites « je suis ici », vous avez toujours raison. C'est ce qu'on appelle un alliage sémantique raisonnable. On apprend ça au début, quand on a fait 4 ou 5 ans d'études dans les bars en face des universités. Et donc, le comparse, la première fois que j'ai prononcé cette phrase, je l'ai regardé et je suis sorti de scène. Ah oui, il faut que j'explique, c'est codé. Autant les acteurs, ils jouent dans des pièces, et ces pièces se jouent sur la scène. Ben, c'est comme ça, il faut pas chercher à comprendre. Hein.
Dehors, j'ai vu la nuit, les voitures avec leurs phares, les montagnes qui dominaient la ville. J'ai marché une bonne heure, j'ai traversé un pont, et je suis rentré dans un hôtel bord. Là, il y avait une fille. On a fait ce qu'on avait à faire. Et puis, il s'est déclenché un orage de tous les diables. La fille, ses parents vendaient des sacs en cuir. Ça n'avait aucun intérêt. Maintenant, en y repensant, je me demande pourquoi elle est allée me raconter ça. Elle devait trouver que c'était autobiographique. Pour elle, parce que pour moi, ça n'a rien changé. Les parents, ils auraient bien pu vendre des lampadaires, si elle voulait. Je sais pas pourquoi elle a eu envie comme ça de se confier à moi, de dire la vérité. C'est de la folie. Qu'est-ce que j'en avais à faire, moi, de la vérité? Elle m'aurait dit, mais mes parents sont en prison. Ça n'aurait rien changé. Peut-être que maintenant ils sont en prison, ces parents. Peut-être parce que les sacs en cuir, on sait à quoi ça sert dans certaines régions. Quelque chose de pourri, ici. Le lendemain, toute la troupe, oui, parce que ça s'appelle une troupe, avec un régiment, des croquenots et un drapeau dessus où il y a marqué Fuego Loco. Bref, toute la troupe, avec le général, l'amiral, le commandant, la cantinière et tous les petits ramequins, m'entouraient à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais où tu étais parti? On t'aime bien, tu sais. Ce genre de conneries. Alors moi, je me suis levé sur mon lit et j'ai dit, il a dit que j'étais pourri. Mais non, pas toi, pas toi. Ici, il a dit, ici. Ah non. Il était gentil. Bon. Alors qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu reviens et on continue là où on s'était arrêté hier. Bien. Mais s'il le redit, autant qu'il ne me regarde pas, hein? Bien sûr. Et alors? Bien sûr. Je crois pas qu'ils vont emmerder Yorick, non? J'étais revenu dans les rails, quoi! Les rails! Ah, mais c'est ça, mais... On avait une vie de dingue. On rentrait tous les soirs, sous la pluie, à 4 h du matin. Dans le hall de l'hôtel, il y avait une vieille femme avec une perruque qui était montée sur une chaise et qui nettoyait un coucou. Toutes les nuits. Bon, encore une fois, de temps en temps, j'avais rien contre qu'elle nettoie le coucou. C'est vrai qu'à sortir comme ça toutes les heures, le coucou il se salit. J'ai le petit déjeuner de foutre dans cet hôtel. Toutes les nuits, quand même, pas toutes les nuits. Le coucou, à la fin, il ne devait plus lui rester que les ressorts et les vis, ça serait. Alors, un soir, quand même, madame, arrêtez de nettoyer ce coucou. Elle m'a regardé, elle a enlevé sa perruque, elle m'a dit, il se fait sur lui. Oh, la grave, quoi, grave. La femme grave, quoi, grave. Mais c'est ça. Mais c'était le genre de choses qui se passaient dans cet hôtel. Vous voyez tout. Ah oui, mais un hôtel de fou. Fou. Tiens, un matin, le pousseur freineur, il m'avait emprunté ma veste. Bon, j'avais qu'une veste.
Ils voulaient pas me la rendre. On s'est l'ennui des pousseurs-freineurs. Ils sont gentils, mais enfin, ils font des fixations sur les habits des gens. Et donc, du temps qu'il était en train de prendre sa douche, parce que les pousseurs-freineurs sont propres, oui, comme ils sont derrière dans la bête à 4, ils se prennent toute la saleté pendant tout le voyage. Donc ils sont obligés de se laver 2 fois plus que les autres. Et donc, comme il était dans sa douche, mais dans le hall de l'hôtel, dans un endroit spécial pour la douche, moi j'en profite pour l'enfermer à double tour dans la douche, et je vais dans sa chambre, et je lui repique ma veste pour dans l'idée de la porter au pressing. Puis il s'aperçoit que je l'ai enfermé dans la douche, commence à taper contre la porte, oh, au secours, au secours. Bon, genre, pour rire. Moi, je descends l'escalier, j'entends avec la veste, je descends un ramdam de tous les diables, des gens qui courent, l'escalier, j'entends, je me retourne à nez avec un policier, avec un revolver à la main, je vous arrête. Oh là là, je comprenais rien, moi. Qu'est-ce que c'est cette veste bleue? Dis donc, les pousseurs-freineurs, c'est quelque chose. Il avait déjà averti la police, moi je comprenais rien. Non, mais avec le revolver, non, mais avancez. On descend un étage de plus, on arrive dans la rue, il y a dans l'hôtel, un attroupement, avec la femme avec la perruque, et d'autres policiers, et des passants, et tous ils se mettent à crier, c'est lui, c'est lui. C'était moi, effectivement. Je ne comprenais rien. La veste bleue! La veste bleue! Non, mais qu'est-ce qui se passe? Et je sors de ma chambre. Non, c'est lui, la veste bleue, c'est lui! Qu'est-ce qui se passe? On va demander à la vieille. Finalement, au bout d'un demi-moment, je commence à comprendre qu'un type avec une veste bleue avait volé le sac à main d'une vieille, était parti en courant, avait disparu, était peut-être rentré dans cet hôtel, et que le policier avec le revolver croyait que c'était moi. Non mais attendez, moi j'étais dans ma chambre, je sors, je vais au pressing. Cette veste, c'est celle de mon pousseur-freineur qui est enfermé dans la douche. Mais bon, c'est vrai que ça, c'était compliqué à expliquer. Parce que j'imaginais que j'allais lui ouvrir la porte, fermer dans la douche, avec un revolver et un flic, il aurait nié, hein, ça c'est sûr qu'il aurait nié. Hein, ça c'est sûr. Non, mais de toute façon c'est lui, la veste bleue, c'est lui, on va demander à la mémé, la voilà. Oh, on voit arriver une vieille au bras d'un flic, une toute courbée, avec des lunettes, genre cul de bouteille, toute voûtée, presque gâteuse. Le policier il demande alors, vous le reconnaissez? Moi, innocent, cloué, dans la rue, au milieu des gens, mon sort était suspendu à l'entendement de cette vieille folle. Une éternité, ça a duré. Elle me regardait, me reniflait à l'odeur. Et puis... Non, c'est pas lui. Oh putain, merci, mémé. Tenez, voilà ma carte, je m'appelle Yorick. Si vous passez dans le coin, vous avez qu'à me demander. J'habite un caveau d'une seule place, mais on pourra se serrer. Je jouerai avec vos lunettes, j'en ferai des guirlandes, mémé. Brave mémé, brave mémé. En haut, le pousseur-freineur continuait à taper. Ah, cette porte de douche! Moi, je suis remonté, je lui ai ouvert la porte, et je lui ai donné ma veste. Grand seigneur. Magnanime. Vraie prestation de 2e pousseur. Classe. C'est moi qui écris, autant me donner le beau rôle. Toujours là? Toujours là, mon bonhomme? Faudrait que j'étudie ça d'un peu plus près. C'est pas tout de s'enfoncer comme ça dans la jungle de l'esprit, encore faut-il de temps en temps songer à y mettre un peu d'ordre. Le frère Dominique le prit par le bras et me glissa à l'oreille. Veux-tu bien me suivre, Gordon? Ah oui, je sais, il y a des sauts dans le récit, mais ça c'est normal, hein, ça, par ces routes, en ces temps, quand on connaît la qualité de certaines machines à écrire. On est obligé de taper sur le I pour faire le E, et sur le A pour faire le Q. Et inversement, sur le Q pour faire le A. Ah, ce n'est pas étonnant. C'est les Américains, mais ça c'est encore le coup des Américains. Hein. Bon, oui, donc, pas contrariant au-dessous, je suis le frère Dominique. Enfin, je le suis. Parce que moi, je suis Gordon dans l'histoire. L'acteur qui joue Yorick à Grenoble. Bon, c'est pourtant ça. Donc, je le suis. Et il me glisse quelque chose à l'oreille.
change, moi, ça. Qu'est-ce qu'il y avait marqué sur le télégramme? Moi, j'avais compris qu'il y avait un mariage. Mais c'est pour ça l'habit et les fleurs. Bon, les fleurs passent encore, ça peut toujours servir, mais le costume, mince, le costume. C'est pour ça que je n'ai pas compris en te voyant, me dit Dominique, le frère. Il doit croire qu'il va à un mariage. Mais oui, c'est ce que je crois ou quoi? C'est pas ça, dit Dominique, c'est quoi? Hein, Dominique? Tu me caches quelque chose, Dominique. Hein? C'est quoi? Et là, il me reglisse à l'oreille quelque chose d'insensé et de stupéfiant. Et si je le dis, je ne sais plus du tout comment je vais faire pour sortir de cette impasse. Eh ben, dis-le! Pourtant, vous avez tous compris, non? Peut-être pas cette tête, on y passera tous. C'est pour ça que je suis coincé dans le coin. Je me disais aussi, parle pas beaucoup. À un moment, j'ai cru que c'était le souffleur, mais je me demandais bien ce qu'il pouvait souffler. Je le connais. Je le connais. Au moins un mariage, même si tu connais pas le couple qui se marie, n'empêche que tu me manger et boire. La famille du marié croit que tu es de la famille de la mariée et inversement, donc tu es peinard. C'est encore un des seuls points tranquilles que j'ai trouvé. Un endroit où personne vient t'emmerder, c'est les mariages. Les enterrements, ça marche plus. Les bars, un type que la famille ne connaît pas, te prennent pour un ancien amant, pour un huissier. T'imagines que tu viens capter l'héritage. Tu te regardes de travers. On commence à te poser des questions. Il était gentil, hein? Ah, oui. Je ne vais pas dire que c'était une ordure, hein, mais c'était vrai. On s'est à pleurer. En plus, au moment de l'enterrement d'un inconnu, il n'y a vraiment plus rien à faire. Encore avant, on peut, je ne sais pas, moi, agir, mais là... C'est vraiment un endroit où on entreaperçoit son inutilité. Parce que moi, il faut que je me change, il n'y a plus de train à cette heure, c'est quoi, c'est malin. Vous m'excuserez, mais il faut que j'y aille. Oui, Dominique, oui, allez-y. Qu'est-ce que oui, je me sens un peu obligé de le congédier, celui-là. Un type qui se prétend curé et qui vous met sur une aussi grosse fausse piste. En plus, il a la lèvre supérieure qui ne bouge pas. Elle reste immobile, ça c'est un signe qui ne trompe pas. Impeccable pour les repérer. Escroc, mythomane, caravansérail, reconnu du petit bois. Au désert, allez, au désert. Allez, ouf, tout le monde dehors. Laissez-moi seul avec mon ami que je ne connais pas et qui me regarde dans son coin avec ses yeux de taupe. Finalement, tu n'auras pas eu de chance dans la vie, hein. Pour une fois que tu es le héros d'une pièce de théâtre, on ne te voit pas. Ne fais pas la tête, mais tu ne fais que la tête, là. De toute façon, mais... Pas Jojo, tu sais, de toute façon. Il y a quoi? Des types qui en regardent un autre. Il y a un coin un peu éclairé, et puis tout un coin dans l'ombre, là-bas. À l'entrée, il y a un contrôleur avec une casquette. Alors tu as un billet, tu rentres et tu coupes le billet en deux. C'est tout. Tu aurais aimé faire ce métier, toi aussi. Hein? Ah oui. Qu'est-ce que tu veux, les études? Quand on n'est pas doué pour les études, on ne peut pas faire ça. Mais le plus dur, c'était quand tu étais vivant. Tu te rends compte, on était obligé d'aller se taper des centaines de petits fours dans des mariages où on connaissait personne, mais c'était pas une vie de toute façon. Tu n'as qu'à faire comme moi. Mais oui, tu baragouilles. Tu vas voir, je t'explique. Mais je l'ai fait pendant 18 ans alors. Mais oui, mais les gens n'y voient que du feu. Mais bien sûr. Mais je t'explique, moi. Ce n'est pas parce que je ne le connais pas que je ne peux pas le consoler. Hein? Je t'explique, moi. Mais bien sûr.
Tu rentres comme ça. Mais sans parler. Et puis, enfin je veux dire, sans dire des mots qui veulent dire quelque chose. Tu parles dans ta barbe. C'est une expression. Tu fais... Tu regardes en l'air, et puis tu regardes à droite, et puis tu regardes à gauche. Tu fais semblant de ressortir, et puis tu rentres. Puis tu commences le baragouin, qui ne veut rien dire. Enfin, qui soi-disant ne veut rien dire. Mais en fait, tu t'inventes des histoires dans ta tête, et au moment où tu fais passer les idées dans ton cerveau d'un hémisphère à l'autre, hop, tu inverses le flux, tu mets le rétrocesseur, et hop, tout repasse dans le premier hémisphère, et ça se met en boucle, et ça ressort, mais inversé. C'est-à-dire qu'il y a bien un sens, mais ce sens, personne ne peut savoir où il est. Même toi, parfois, des fois, même toi, parfois, tu doutes. Et c'est là, quand tu doutes, que tu es en train de t'approcher de la zone qui commence à nous intéresser, nous autres, les humains. Je t'englobe, hein, je t'englobe. Tu en es bien jusqu'à peu. Tiens, j'ai apporté tes poupées. Je les dépose là. C'est un geste. Ça se fait. Voilà. Je vais dire un mot. Si ça, il doit attendre que je dise un mot. Est-ce que vous attendez que je dise un mot? Mort, le type là, il n'y a pas plus mort. Je vais dire un mot, puisque ça se fait. Il manque pas d'air, lui. En plus, il veut que je dise un mot. Bon, faut trouver le mot. Raclement de gorge. Faut le trouver. Allez, mon vieux, vous savez bien, vous. Allez, dites donc un mot. Faut le trouver. Si je dis emphysème, l'avantage c'est qu'il est long, mais on va croire que c'est à cause de la maladie du mort, donc ça prête à combustion. Emphysème, ça va pas. Un mot, faut le trouver. Vous êtes marrant aussi, un mot. Déjà, emphysème, ça va pas, que j'avais cherché bien partout, mais voyez, les courbures de la Turner, bon. Ou autre chose. Un mot. Les gens. Attention, il va dire un mot, tu le dis, c'est emphysème, ça va pas, jamais content. Moi, je vois pas d'autre chose. Un mot. Je vois pas d'autre. Mais regardez un peu à travers. J'ai apporté mes munitions, voire un petit jet. Un mot. Il faudrait que je retrouve mes notes de la dernière fois. Vous savez qu'ils m'ont fatigué la dernière fois? Je me comprends, hein, dehors, là, avec le vent, les gabions, les oiseaux, les bateaux. Un mot. Difficile. C'est plus comme avant. Mais vous êtes marrant. Avant, on avait un puits. Alors on y allait, et puis on ramenait des mots, il y en avait plein. Plein de mots. Maintenant, le puits. La dernière fois que j'y suis allé, ils avaient tout entouré de fils de fer barbelés. Ils ont fait une route. Le terrain où il y avait le puits, ils ont été obligés de dératiser parce qu'il y avait plein d'animaux dessus. Des rats sûrement, puisque dératiser. On ne sait jamais. Ah oui. Moi, j'avais la gadoue jusqu'à là. Alors... Maintenant, mais ça se voit bien que j'ai plus le costume pour y aller, moi. Ah, c'était le bon temps. On s'était mis à plusieurs. Et on avait ramassé plein de mots partout, dans tous les coins. Et on les avait mis dans un trou qu'on avait creusé dans la terre. Et puis chaque fois qu'on avait besoin d'un peu, on lançait un de nous dedans. Et puis on le tenait par les pieds. Puis celui qui tenait les pieds, il suivait. Puis chacun des pieds du deuxième. Et
celui qui était au fond, avec un seau, il ramassait les gros, puis on remontait le tout. Ça faisait des phrases, puis on les mettait dans l'ordre. Ça faisait comme si on écrivait. Et maintenant, tout seul, en me penchant beaucoup, en supposant que j'y aille, mais j'y vais pas, hein. Non. Parce que le costume, moi, il faut que je le rende, hein. Après, ma caution, il a gadou, il suffit de faire barbelé. Ma caution, ils s'en servent pour partir sur la côte d'Azur, les gars. Je les connais, c'est des gens. Alors, c'est pas facile. Un mot, pas facile. C'est pas facile. Un mot. Un mot. Mexique! Voilà. Je l'ai dit. C'est un sacré mot. C'est là où il y avait les Mayas. Avant, dans le temps, avant au moins 30 ans. Alors les Espagnols, ils sont arrivés, puis ils ont tué tous les gens qui étaient là-bas. Ah, oui, c'est vrai. Alors nous, quand on y est allés, en plus, comme on savait le coup des Mayas, en plus on avait changé le premier pousseur, on avait pris un avec un grand nez aussi, mais plus petit. Puis on avait rajouté l'espagnol. Parce qu'on s'était dit, si jamais il y a encore des Mayas, autant amener avec nous quelqu'un qui s'y connaît pour les zips. Oui, c'est que... tu vas là-bas, on te dit qu'il n'y en a plus, mais on ne sait jamais. Et toi, tu es dans un bar, et puis tu vas dans un bar, et puis tu rentres, et puis tu es en train de pisser contre le comptoir, parce que là-bas, tu vois, tu bois, et puis tu pisses en même temps, hein, là, ils font ça. Et puis, si jamais un, il arrive, hop, l'espagnol, il le zip. Ah oui, c'est que là-bas, zigzag, il rigole pas, hein. C'est pas comme ici. Ici, il rigole, là-bas, oh là. T'as pas intérêt à être Maya, hein. Nous, quand on était allés, hein, on s'était fait faire des photos de nous pour les contrôles. Parce que ça n'arrête pas dans le trajet pour aller là-bas. On te demande les papiers au moins 5000 fois. Hein. Si tu ressembles à un Maya, tu as mal. Hein. Donc on avait des photos de nous en normal, quoi, pas Maya. Donc on avançait, on avait mis l'espagnol sur le rebord du capot, devant, et puis on avançait. Le pilote, dès le premier jour, il a eu la tourista jusqu'à la fin. On avait mal. Hein. Et il y a de la musique partout, les églises bondées. Il faisait la queue dehors, comme s'il y avait quelque chose dedans. Le pousseur-freineur, lui, il s'en foutait parce qu'il avait amené sa femme, comme le premier pousseur. Alors pour eux, c'était idyllique, tu parles. Le pilote tournait complètement barge. Sa tourista qui lui montait au cerveau. Il se liquéfiait, quoi. Mais c'est là-bas qu'il a gagné son surnom, El Loco, qui est inscrit sur le drapeau. Même un soir, avec l'espagnol, le pilote, on l'a ramassé, il tournait à 4 pattes dans le hall de l'hôtel en faisant la blague. Parce qu'il voulait raconter au réceptionniste qu'il avait l'air un peu maya. C'est pour ça que l'espagnol et moi, on le surveillait. Donc la blague, il la faisait pour lui raconter le jour où on avait monté la télévision à Maison Alfort chez un travesti qui habitait avec une femme. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et toute la journée, c'était enchiladas, tapas, mine d'argent, grêlé 7-13, mescal, pulka, yatagan, des pyramides, en veux-tu, en voilà. On jouait la pièce qu'on avait trouvée dans le puits. Mais alors, comme c'était plein d'espagnol, on était obligé de traduire en même temps ce qu'on disait. Comme nous, on ne savait pas trop, on avait pris une professeure qui venait au milieu de la scène et qui expliquait ce qu'on était en train de faire. Les gens partaient par rang entier. Ceux qui restaient, ils devenaient méchants. Alors, tant que la professeure encore, elle traduisait, ça allait, mais à un moment, moi, je devais faire le mort, parce que c'était l'argument de la pièce, et je tombais tué, complètement tué, et c'était l'action qui faisait la préparation au dénouement de la pièce. Enfin, c'est toujours comme ça dans les pièces. Et donc, à un moment, donc moi, j'étais allongé sur la scène, mort soi-disant, et j'avais la tête en coulisses. C'est-à-dire que les gens pouvaient croire que j'étais décapité, c'était de l'illusion. Bon, on faisait de l'illusion. Et donc, comme j'avais la tête en coulisses, le corps sur la scène, j'ai ouvert les yeux. Et j'ai vu ce qu'il ne fallait pas voir. J'ai vu le premier pousseur devant un jeu d'orgue à résistance qui datait de la guerre de Napoléon III et qui fumait. Que c'était pas prévu pour le nombre d'objets à lumière, pour le nombre de phares. Et il y avait des étincelles, et le premier pousseur, dès qu'il touchait une manette, il faisait des bombes, et ça chauffait, et ça chauffait, et ça chauffait. Alors là, moi j'ai commencé à faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire, c'est que j'ai commencé à sourire.
Et ça a été le début de la fin. Parce qu'encore, tant que tu souris, ça va, le corps ne bouge pas trop. Mais le drame du sourire, c'est que c'est presque inéluctablement le début, l'amorce, le prologue, l'introduction, la base, les fondements de quoi? De ce qui est dessus, le sourire, c'est-à-dire le rire. Il est lui-même le premier étage de quoi? Du surrire. Alors là, le surrire, c'est terrible, parce que c'est tout le corps qui agit. Même si tu te concentres en te contractant, alors là, c'est pire, tu ne peux plus fermer les yeux. Tu as les muscles qui se tendent, les larmes qui te montent, les muscles, les intestins, le colonel, le noms et compagnie. Et c'est tout le corps qui se met à faire la valse de 5 buts. Et les spectateurs, quand ils ont vu que le corps du mort bougeait, ils sont mis à poser des questions en me montrant du doigt. Pourquoi le corps, il bouge? Pourquoi le mort, il a la dingue? Pourquoi il bouge? Oui, il bouge, il a la dingue, il a la dingue. Parce qu'un mort ne bouge pas, censément. Et là, la professeure, elle a commencé à leur expliquer quelque chose qui n'a fait que les exciter. Ils sont tous montés sur les fauteuils, en hurlant. On a su après la malheureuse qu'elle leur avait dit, pour pas avoir l'air de pas savoir, que c'était parce que le corps du mort commençait à faire des vers. C'était l'image du bougement de ces vers. Oh, les mecs c'était en coulisses quand ils ont entendu ça. Ils ont commencé à me pousser la tête en dehors. Dans la fumée des résistances, le premier pousseur, il avait la tête et les bras noirs et rouges avec des étincelles qui lui sortaient par les oreilles. Il me regardait hébété. Le pilote, dans une loge d'avant-scène, il faisait sous lui. Et le pousseur freineur, il surveillait notre espagnol qui commençait à faire du gringue à la professeure. Alors moi, les Mexicains en coulisses, il y en a un, il continuait à me taper la tête. L'autre à me la tirer, l'autre à me la pousser. Un qui voulait pas voir les verres, l'autre qui voulait en prendre un pour le récupérer, pour essayer de le mettre dans son jerrycan de mescal, pour qu'il s'applique avec celui qui était déjà, pour faire un élevage, je ne sais quoi, ils me fourrageaient dans les trous de nez, ils se disputaient, hein, et tout ça en langue autochtone. Alors moi, j'ai vu que c'était le moment de sauver la situation, et j'ai décidé qu'il fallait que je me lève, et alors j'ai décidé, tant pis, de mettre ma tête dans la lumière. Et comme dans l'action, j'étais bel et bien mort complet, je me suis imaginé que j'étais en train de revivre. Et alors je me suis mis à dire Eldoradi, Eldorada, Eldoradi, Eldorada, Eldoradi. Et après, je suis commencé à faire le yorick, quoi. Oh là, mais tu sais qu'on fait un tournant de Dieu, moi tu peux faire un petit truc. Oh là, j'avais, oh mais il y a pas de position faux. Moi j'avais, on va se lever, ça va être la merde, je te vois les autres frères, on dit que le père, c'est tu es. Oh, je vais le faire. Ah mais là, tu veux, on te parler, est-ce que tu es sur mon peu? Voilà, je vais voir tout le monde, ça passe sur le mot, attends, allez, malade au vide, puis on fait le dialogue, on peut dire merde, tu vois. Oh, bah ça, oui, mais regardez, un cheval mignon. Regarde, j'avais vu, et comme la professeure ne pouvait plus lire, ils se sont mis à imaginer que c'était Maya. Alors là, ça a été la curée. Ils sont tous montés sur la scène. Et nous, on est partis en courant par derrière dans une camionnette conduite par des mimes. Et puis les gens nous couraient après. Ils s'étaient habillés en squelette avec des houppelants en plumes de perroquet. On a traversé le pays en 4e vitesse. Et on s'est retrouvés en Belgique. Mais un peu avant. Je sais pas comment ça s'est passé, on avait dû prendre un passage secret, sans s'en rendre compte. Et puis on est rentré à pied par le nord, en faisant bien attention de ne pas rencontrer de contrôleurs à la frontière. Parce que c'était l'époque où on s'était mis à trafiquer dans les pommes. Oh, on a gagné beaucoup d'argent avec ça. Beaucoup d'argent. Alors on lui remplissait la valise de pommes, on passait les figures comme ça. Mais personne n'a jamais rien soupçonné. Hein. Ben non, les pommes c'est idéal. Parce que personne ne peut rien remarquer. Qu'est-ce que vous avez dans vos valises? Rien, des pommes. Bon, les valises, qu'est-ce qu'ils voient? Des pommes, bon, mais effectivement, chef, il y a des pommes. Non, ça va passer, alors. Des gens qui se promènent avec des pommes dans leurs valises, on ne peut rien leur reprocher. Donc, pour trafiquer, c'est idéal. On a arrêté par un de ces trafics, toute la Belgique. Toute la Belgique. Finalement, on a arrêté de nous-mêmes, c'est beau. C'est bien beau les pommes, mais si jamais on se faisait piquer, non. Après, personne nous a dit arrêtez les enfants. Vous allez finir par vous faire prendre, vous allez finir par vous faire piquer, arrêtez. Non, personne n'est venu nous dire d'arrêter, personne. On a arrêté de nous-mêmes. On était quoi? Inconscients. On était des gens du passé.
Voilà, c'est ça, le mot. Passé. Avant, autrefois, jadis, temps d'avant, nenni, à courir vers quoi sans jamais y arriver. Fuir ainsi soi-même, en courant. Ne produire sans arrêt que ça, du passé. Machine à fabriquer du passé. Même en ce moment, c'est ce que je fais. Incroyablement. Tiens, je regarde, il y a encore un morceau qui s'est coincé. C'est quoi? Un nid vide. Déserté. Ce que j'ai aimé. Envolé. Fofi? 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 Il faudrait avoir la joie de revenir dans un endroit qu'on a aimé, sans jamais en être parti. Il faudrait pouvoir se rencontrer soi-même pour se remercier. Il faudrait s'offrir une cigarette avec gentillesse et ne pas pouvoir se la refuser sous peine de se fâcher. Il faudrait faire tant de choses. Il faudrait faire du théâtre avec un pantalon à rayures et une jaquette grise. Il faudrait choisir une musique qu'on pourrait appeler adéquate sans que quiconque ait l'envie de vous contredire. Il faudrait se mettre à danser sur cette musique alors qu'on n'a jamais fait d'études de danse. Il faudrait rattraper le retard pour finir par arriver en avance, tellement en avance qu'on arriverait à se dépasser. Il faudrait savoir qu'un jour il serait possible qu'on n'y arrive pas. Mais il faudrait savoir aussi que tout en essayant sans arrêt de se dépasser, il faudrait devenir tellement faible qu'il deviendra de plus en plus possible de se dépasser. Il faudrait atteindre la faiblesse indépassable, l'ingénuement de l'innocence, le sourire. Il faudrait sourire. Il faudrait rire dessous. J'ai appris cela au Mexique, il y a quelques années, dans une maison close, avec un jardin intérieur, une fontaine et un air qui venait d'un kiosque au loin. C'est ce que j'ai appris. Je dansais dans les rues comme un feu follet, dans les cimetières, sur les collines en pente, au bord de la mer, comme dans le sud, ou bien même seul, la nuit, lorsque même les embruns dorment. Feu follet, fuego loco, ce qui nous reste après nous être endormis.